Mélanie Vidrequin, psychologue au Centre de prévention Bien Vieillir de Toulouse. Florence Martin, médecin au Centre de prévention Bien Vieillir de Toulouse. Un quart des Français se plaint de son sommeil. Or, en dehors de toute pathologie, il existe des modifications physiologiques, c'est-à-dire normales, au cours de l'avancée en âge, tant pour la qualité, la répartition temporelle et la rythmicité du sommeil. Il est donc essentiel de bien connaître son sommeil pour bien vieillir. Le sommeil est une des composantes essentielles de la vie. Nous avons dans l'idée que vous permettre de mieux le connaître vous permettra aussi de mieux le gérer. Nous allons aborder successivement le fonctionnement du sommeil, l'évolution du sommeil au cours de l'avancée en âge, les troubles du sommeil, les pathologies du sommeil, l'hygiène du sommeil et la prise en charge. Le sommeil ne constitue pas une interruption d'activité, mais une autre forme d'activité. C'est un processus général qui va rééquilibrer le corps humain physiologiquement, mais aussi psychologiquement, et qui va également être impliqué dans les défenses immunitaires. Ce sommeil est indispensable à notre récupération de la fatigue physique, de la fatigue nerveuse, également à la régénération des cellules, aux sécrétions hormonales, à l'apprentissage et à la mémorisation. Et enfin, le sommeil va largement influer sur les performances attentionnelles, la vigilance, l'humeur, la douleur. Il n'est pas de douleur que le sommeil ne sache vaincre, disait Balzac. Quelques chiffres. À 60 ans, vous aurez ou vous avez dormi 20 ans. Le sommeil occupe un tiers de notre vie. La nuit est une succession de cycles de 1h30 à 2h qui vont de l'endormissement, sommeil lent, puis le sommeil profond, sommeil paradoxal, et entre chaque cycle de 1h30 à 2h, il existe une petite période de latence. Bien sûr, il y a différents profils de dormeurs, des courts ou des longs, on est du matin ou du soir. Vous êtes donc court dormeur si, après une nuit de seulement 3 heures, vous êtes en forme. Si vous ne dormez pas plus lorsque vous êtes en vacances. Si dormir 8 heures est votre maximum, et si vous n'aimez pas traîner au lit une fois réveillé. Par contre, vous êtes long dormeur si vous supportez très mal de peu dormir, si lorsque vous êtes en vacances ou en détente, vous ne dormez pas plus longtemps que le reste du temps, et si vous limitez vos sorties et vos activités en fonction de la quantité de sommeil que vous pouvez avoir. Vous pouvez constater votre profil dès l'enfance, ou plutôt vos parents l'ont constaté dès votre petite enfance. Vous êtes plutôt du matin si vous êtes tout de suite frais et dispo au réveil, avant même le café. Si lorsque vous êtes en vacances, vous continuez à vous lever tôt. Si dans un groupe, vous êtes toujours le premier levé. Et si vous levez tôt pour terminer quelque chose, ne vous rebutez pas. Par contre, vous serez plutôt du soir. Si lorsque vous êtes en vacances, vos horaires sont facilement décalés, vous allez vous coucher plus tard et vous lever encore plus tard. Si dans un groupe, vous faites toujours partie des derniers couchés. Et si vous couchez tard le soir pour terminer quelque chose, ne vous rebutez pas. Ce n'est pas tout à fait un hasard, vous constaterez sur ce schéma que ce n'est pas tout à fait un hasard si vous êtes du matin ou du soir. Vous constatez que le pic de sécrétion de mélatonine n'est pas à la même heure pour tout le monde. Quelle est la durée du sommeil nécessaire? Eh bien, c'est celle qui va vous permettre d'être en forme la journée. Vous êtes d'ailleurs souvent surpris quand, à l'heure que vous vous plaignez de vos nuits, nous vous interrogions sur la qualité de vos journées et sur votre bonne forme la journée. Comment se déroule le sommeil? Vous imaginez un petit train avec devant la locomotive qui va représenter l'endormissement, suivi de 2, 3, 4 wagons de 1h30 à 2h. Cette phase d'endormissement, elle est courte, elle ne doit durer qu'une vingtaine de minutes maximum, mais elle est bien particulière et pour la reconnaître, il s'agira de repérer les signes annonçateurs du sommeil. Vous bâillez, vous commencez à avoir un petit peu froid, vous êtes fatigué, vous avez la nuque qui ploie, vous êtes un peu moins concentré, c'est le bon moment pour monter dans le train. Chaque wagon du train va comprendre des phases de sommeil lent léger, de sommeil lent profond et de sommeil paradoxal. Lors des phases de sommeil lent léger, la personne est susceptible de se réveiller, est encore sensible aux stimuli, notamment au bruit. En phase de sommeil lent profond, c'est la période où la récupération physique de la journée se fait. La personne est vraiment coupée du monde, plus rien ne se passe. En phase de sommeil paradoxal, il va s'agir d'une période où la personne est profondément endormie, mais par contre, le cerveau est en activité intense. C'est la période où le rêve se produit.
On peut constater lorsqu'on regarde une personne endormie en phase de sommeil paradoxal, quelques petits tressautements sur les joues et des petits mouvements oculaires rapides. Le cerveau est donc en intense activité, hormis le lobe frontal qui est celui du raisonnement, ce qui va expliquer pourquoi, dans la majorité des cas, les rêves sont plutôt incohérents. Ce sont des moments de liberté où l'inconscient peut s'exprimer. Vous voyez maintenant un enregistrement du sommeil nocturne, une polysomnographie qui vous montre ces différentes phases et vous pouvez constater qu'il y a davantage de sommeil lent profond en début de nuit et plus de sommeil paradoxal en fin de nuit. Comment se fait la régulation du sommeil? Il s'agit donc d'un rythme circadien. Cette régulation va se faire grâce à une horloge interne située dans l'hypothalamus. Le rythme est légèrement supérieur aux 24 heures. Il va donc y avoir une nécessité d'une remise à l'heure quotidienne grâce à des synchronisateurs externes. La lumière, la température, l'activité physique, les horaires des repas, les liens sociaux. Les sécrétions hormonales vont également jouer un rôle. 3 hormones sont essentielles par rapport au sommeil. La mélatonine, qui est baptisée hormone du sommeil, qui est sécrétée par l'épiphyse uniquement la nuit. Cette sécrétion va être inhibée par la lumière. C'est vraiment le marqueur de l'alternance jour-nuit. Sa sécrétion est maximale vers 3 heures du matin et elle va diminuer avec l'âge. Le cortisol, c'est l'hormone d'adaptation au stress. C'est exactement l'inverse, c'est une hormone stimulante qui va être sécrétée en fin de nuit par les surrénales pour donner l'énergie pour démarrer la journée. Et on peut également parler de l'hormone de croissance. Alors non pas parce que vous allez grandir, mais cette hormone de croissance, elle va permettre de réparer les cellules et les tissus, elle va permettre de transformer la masse grasse en masse maigre, et sa sécrétion maximum va se dérouler en début de nuit, pendant les phases de sommeil lent profond. Là aussi, la sécrétion de l'hormone de croissance va diminuer avec l'âge. Vous voyez sur ce schéma les différents moments de sécrétion, et y compris la température du corps. Donc vous voyez que la température du corps va être minimum vers 3 heures du matin, entre 3 et 5 heures du matin, elle va remonter dans la journée, et les hormones ont des cycles. Pour la mélatonine, un pic de sécrétion à 3 heures du matin. Pour le cortisol, la sécrétion la plus basse pendant la nuit et la plus haute au moment du réveil. Comme je vous le disais, la régulation du sommeil va se faire par des synchronisateurs externes pour être bien calé sur le rythme des 24 heures. Le principal étant la lumière, et plus généralement la lumière naturelle est plus favorable. Cette lumière aura une action sur le sommeil si elle est supérieure à 2500 lux. Si l'exposition de la lumière est forte le matin, on risque d'avoir une avance d'endormissement. Si elle est forte le soir, on va avoir un retard à l'endormissement. Le deuxième synchronisateur, l'activité physique. L'activité physique va augmenter la température corporelle. Plus la température corporelle augmente le jour, plus elle va être en capacité de baisser la nuit et ainsi de favoriser le sommeil, comme nous l'avons vu sur la diapositive précédente. Cette activité physique faite en extérieur va augmenter l'exposition à la lumière naturelle. Si elle est faite en groupe, elle va augmenter le lien social, qui est également un synchronisateur externe, puisque l'organisation de la journée, les horaires des activités, des repas, va être également un synchronisateur externe qui va permettre d'adapter le rythme sommeil-veille. Quelles évolutions du sommeil avec l'âge? Tout d'abord, il s'agit d'évolutions physiologiques, c'est-à-dire parfaitement normales. La durée totale du sommeil est peu modifiée. Il existe une prédisposition génétique qui va être maintenue tout au long de la vie. Napoléon avait besoin de 4 heures de sommeil, Einstein 12 heures de sommeil, chacun a réussi à faire des grandes choses. Il existe des modifications possibles de la répartition du sommeil. Le besoin de sieste peut apparaître, et nous en reparlerons plus tard, il est à respecter bien entendu. Il peut également y avoir ce qu'on appelle des avances de phase, c'est-à-dire envie de dormir plus tôt dans la soirée. Également une augmentation possible des troubles du sommeil, des apnées du sommeil, des jambes sans repos, des insomnies. Le sommeil va être également plus instable, avec des changements de stade plus fréquents.
il y aura une diminution du temps du sommeil profond et du sommeil paradoxal au profit des temps de sommeil léger. Bien entendu, au cours de ces phases de sommeil léger où la personne est susceptible d'être éveillée plus facilement, eh bien, il risque d'avoir des éveils nocturnes. Et ces éveils nocturnes sont vraiment la caractéristique d'un sommeil qui vieillit, avec une augmentation en nombre et en durée, rendant un sommeil fractionné, moins reposant, voire moins réparateur. Ces éveils nocturnes sont les motifs de plainte le plus fréquents. Ils sont bien sûr en forte augmentation et en durée, rendant ainsi l'index d'efficacité du sommeil plus faible. Le temps passé au lit reste stable, voire il est un peu augmenté, et le temps endormi diminue, d'où la diminution de l'index d'efficacité du sommeil et de la plainte sommeil. Toute stimulation sensorielle, même minime, peut provoquer un éveil, voire un réveil. Malgré toutes ces modifications qui sont liées à l'avance en âge et qui sont donc normales, la bonne forme dans la journée va signer un sommeil suffisant. Qui pour autant peut vous être insatisfaisant. Voyons maintenant les troubles du sommeil. Qu'est-ce que l'insomnie ? L'insomnie va être une diminution soit de la quantité, soit de la qualité du sommeil qui va reposer sur une plainte. Bien sûr, c'est un symptôme subjectif. Le sommeil est ressenti comme difficile à obtenir, insuffisant, non réparateur. Plusieurs fois dans la semaine, pendant au moins 3 mois, avec un retentissement social ou professionnel ou autre, sans trouble mental diagnostiqué et surtout non lié à une cause externe qui peut être une pathologie, un médicament ou une substance. Cette insomnie va pouvoir revêtir plusieurs formes, l'insomnie d'endormissement, d'éveil multiple ou de réveil précoce. L'insomnie peut être ponctuelle, elle est en général réactionnelle, liée à une cause environnementale. Il s'agit là d'un sommeil normal, c'est une réaction à un événement de vie qui va être très ponctuel. Elle peut parfois être durable, avec des effets dans la journée, une fatigue chronique, voire une somnolence dans la journée, du mal à se concentrer, des difficultés de mémoire, qui vont entraîner de la gêne, voire de la souffrance. Une cause est retrouvée dans la grande majorité des cas, et elle est à rechercher en priorité, que ce soit environnemental, relationnel ou affectif, que ce soit un trouble psychologique, une pathologie médicale, ou même la consommation de psychotropes. Quelles sont les causes environnementales que l'on peut retrouver ? Le bruit, la lumière. Vous avez vu que la lumière bloquait la sécrétion de mélatonine. La température. Une chambre trop chauffée ou pas assez chauffée va gêner le sommeil parce que la thermorégulation est incompatible avec le maintien du sommeil. Idéalement 18 degrés. Les conditions de vie, une vie trop active, des soucis, du stress, des rythmes sociaux avec des horaires difficiles. Également, une autre cause peut être un trouble du rythme circadien avec une modification des repères chronologiques, des horaires de lever, de coucher, des siestes, des horaires de voyage ou une activité professionnelle la nuit. On peut également avoir des insomnies d'ajustement, par anticipation sur les événements de vie. Quelques causes médicales. La principale est la douleur. 3/4 des plaintes de sommeil sont associées à une douleur. La douleur maintient éveillé et inversement, le seuil de tolérance à la douleur est abaissé en cas de sommeil de mauvaise qualité. Que ce soit des douleurs rhumatologiques, de l'artérite, de l'angine de poitrine, pathologie urinaire, les levées nocturnes par besoin impérieux réveillent et maintiennent réveillés. Les démangeaisons, les reflux, les bronchites chroniques et certaines pathologies neurologiques. L'insomnie d'origine iatrogène, due à la toxicité d'un médicament ou due à des prises de toxiques ou d'excitants. Certains médicaments, donnés à bon escient, peuvent devenir délétères pour le sommeil, les corticoïdes, les hormones thyroïdiennes, certains bêta-bloquants, des bronchodilatateurs. Certains sédatifs ou hypnotiques, donnés pour le sommeil, pour favoriser le sommeil, peuvent donner des insomnies de sevrage. Le tabac, l'alcool, des boissons excitantes comme le thé, le café, le Coca-Cola, des vitamines, du magnésium peuvent gêner le sommeil. Des causes dues à la iatrogénie ou à la prise de toxiques ou d'excitants, parmi lesquels on peut trouver certains médicaments donnés à bon escient mais qui vont provoquer des troubles du sommeil, les corticoïdes, les hormones thyroïdiennes, les bronchodilatateurs, certains bêta-bloquants. On peut également trouver les sédatifs et hypnotiques
avec des insomnies au moment du sevrage que nous aborderons plus tard. En effet, vous avez l'impression que l'alcool et le tabac apaisent, détendent et donc sont propices à l'endormissement et au sommeil, alors que ce sont des excitants. Les insomnies, effectivement, peuvent être aussi d'origine psychique. Nous l'avons vu plus avant, le sommeil va impacter l'équilibre psychologique, mais l'équilibre psychologique peut aussi impacter le sommeil. Et ce, de façon tout à fait significative, puisque plus de la moitié des troubles du sommeil sont secondaires à une problématique anxieuse et ou dépressive. Plusieurs causes possibles. L'anticipation anxieuse. L'insomnie n'était pas d'origine psychique. Par exemple, des douleurs la provoquaient. Il n'y a plus de douleurs, mais à force de nuits chaotiques, on anticipe des difficultés à venir, des difficultés de sommeil, qui vont générer finalement ces difficultés. L'anxiété s'exprimera plus au niveau de difficultés d'endormissement. Le stress aura tendance à provoquer des éveils nocturnes. La déprime, la souffrance morale, la dépression pourront provoquer des réveils précoces. Il y a aussi le burn-out ou le syndrome de stress post-traumatique, les blocages psychiques qui vont s'illustrer par des rêves récurrents ou des cauchemars. Les cauchemars, nous l'avons vu tout à l'heure, ils sont souvent incohérents, bizarres, illogiques. Ces rêves ont un contenu désagréable, voire terrifiant parfois. Ils sont chargés d'angoisse. Ils peuvent révéler une problématique psychique qui n'a pas été résolue. C'est finalement un moyen de digérer une émotion négative. En quelque sorte, il s'agit de rejouer, de simuler la menace pour la neutraliser. Ils sont finalement une tentative de résolution de problèmes. On a abordé le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, qui est un syndrome très fréquent qui augmente avec l'âge et souvent sous-diagnostiqué parce que méconnu. Ce syndrome est lié à un défaut de la commande nerveuse des muscles respiratoires, très souvent associé à un blocage de l'air au niveau de l'oropharynx. Il en découle de multiples conséquences. Or, il est facilement mis en évidence. Vous pouvez le faire en ambulatoire dans les centres de prévention Agirc-Arrco. Le traitement est non médicamenteux. Il va falloir donc savoir y penser, le reconnaître pour pouvoir le traiter. Vous avez sur ce schéma l'entrée normale de l'air dans l'oropharynx, la circulation normale, un affaissement des muscles de l'oropharynx qui va provoquer le blocage de l'air. Bien sûr, la personne va s'agiter pour pouvoir reprendre une respiration et à la reprise de cette respiration, qui peut se passer plusieurs secondes après le blocage de l'air, vous allez avoir un grand ronflement, l'air passe de nouveau dans les voies aériennes. Quelles sont les conséquences possibles de ce syndrome? Elles peuvent être dans un premier temps cardiovasculaires, avec une hypertension, des troubles du rythme, parfois des infarctus, des risques d'AVC majorés. Elles sont également métaboliques, avec une prise de poids, une inversion du rythme de sécrétion des urines, de la résistance à l'insuline pouvant provoquer également des troubles métaboliques et des troubles sexuels. La forme dans la journée va s'en retrouver très impactée et c'est en général le signe d'appel, c'est la somnolence diurne et la fatigue. Parfois associée à des maux de tête, une baisse de vigilance, voire des accidents. Au niveau du comportement, les personnes vont être irritables, vont avoir du mal à se concentrer. À l'extrême, on peut avoir des troubles de la mémoire, voire une dépression. Comment se dépiste ce syndrome d'apnée du sommeil? La clinique est très évocatrice et lors d'un doute, on peut proposer de remplir un agenda du sommeil qui va permettre de voir les moments de réveil de la nuit, les levers, les siestes journalières, tout ce qui va constituer le sommeil des 24 heures. Cet agenda du sommeil sera rempli sur une longue période de 8 à 10 jours. On peut également proposer des questionnaires d'évaluation pour juger de la somnolence diurne, pour juger du ronflement et de la fatigue. On peut également proposer un dépistage par un petit appareil qui va enregistrer sur une nuit le sommeil. Ce dépistage peut se faire dans les centres de prévention en ambulatoire. Lorsque le doute sera levé et que le dépistage aura réellement mis en évidence un trouble, eh bien le diagnostic sera posé dans un centre spécialisé du sommeil, soit par un cardiologue, soit par un pneumologue, un ORL ou un spécialiste du sommeil, qui va proposer une polygraphie ventilatoire, une polysomnographie et un test de vigilance. Le traitement du syndrome va être fonction de l'importance, de la caractéristique et des facteurs favorisants. Des mesures hygiéno-diététiques peuvent être proposées, notamment la perte de poids,
Également, éviter de dormir sur le dos, ce qui favorise l'affaissement des muscles de l'oropharynx et qui provoque ces apnées. Lorsque les apnées sont très importantes, on va proposer un appareillage pendant le sommeil qui va envoyer de la pression positive en continu. C'est le traitement le plus efficace. On peut également proposer une orthèse mandibulaire pour faire avancer la mâchoire inférieure qui va dégager l'oropharynx à condition d'avoir un bon état bucco-dentaire. Le traitement chirurgical des voies aériennes respiratoires peut également être proposé, mais plus rarement. On constate souvent des réticences face à envisager un appareillage pour le sommeil. Néanmoins, pour la grande majorité d'entre vous, les bénéfices sont tels sur la qualité de vos journées que finalement, vous l'acceptez assez bien. Deuxième pathologie, le syndrome des jambes sans repos. Il s'agira d'un besoin irrésistible de bouger les jambes qui va survenir en fin de journée et surtout la nuit. À la différence du syndrome d'apnée du sommeil, on est beaucoup moins à l'aise pour le traiter puisque les causes sont assez floues, origine génétique, carence en fer au niveau de certains neurones. Le diagnostic va se faire parfois sur la polysomnographie où on va pouvoir repérer des mouvements des jambes, parfois sur le dosage de la ferritine, parfois sur la clinique. Les formes chroniques peuvent donner des troubles du sommeil nécessitant un traitement, si possible non médicamenteux. L'hygiène du sommeil est très importante, des massages au niveau des jambes. Pensez au danger des médicaments qui vont bloquer la dopamine. Parfois, une supplémentation en fer, en magnésium, en vitamine C peuvent être intéressantes. Et parfois, on peut donner des médicaments agonistes de la dopamine. Ces médicaments vont imiter l'action de la dopamine. Vous l'aurez compris, l'hygiène du sommeil est un facteur très important par rapport à votre mieux-être. Quelles sont les conditions qui vont favoriser l'endormissement ? Eh bien, il s'agira d'être régulier sur les horaires du dîner et du coucher et d'essayer 30 minutes avant l'heure habituelle de l'endormissement d'instaurer un rituel, réserver une période de calme, de relaxation, se déconnecter. Le moment du coucher est le moment où le sommeil se fait réellement sentir. Ce moment dure environ 15 minutes, c'est la phase d'endormissement dont on a parlé tout à l'heure, et va se reproduire toutes les 90 à 120 minutes. Si vous choisissez de ne pas écouter ce clignotant du sommeil et de regarder la fin du film, eh bien il ne faudra pas vous étonner qu'au moment où le film se termine, le train soit parti sans vous et qu'il vous faille attendre le train suivant. Se mettre dans de bonnes conditions requiert également une chambre agréable, aérée, calme, pas trop chauffée. Nous l'avons vu, 18 degrés, la température optimum, avec des couleurs pastel obscurcies. Vous l'avez vu, la lumière va empêcher la sécrétion de mélatonine, donc va empêcher le sommeil. Une bonne literie est également importante, le matelas, le textile des draps. Les horaires de coucher et de lever sont importants, la régularité de ces horaires est importante. Il faut également connaître votre besoin. Une grasse matinée parce qu'on est à la retraite n'est pas forcément obligatoire. Essayez de vous éveiller spontanément. Évitez les repas trop copieux le soir, mais évitez également le jeûne, car la faim, si vous jeûnez le soir, la faim va vous réveiller vers 3 h du matin. Évitez les boissons diurétiques, la soupe de poireaux, les queues de cerises, le thé, ou les boissons excitantes, le café, l'alcool, le Coca-Cola. Intérêt de prendre des aliments riches en tryptophane. Nos grands-mères disaient que pour s'endormir, très souvent, elles prenaient un verre de lait tiède. Eh bien, elles avaient raison. Le tryptophane, qui est contenu dans les produits laitiers notamment, va être un acide aminé essentiel qui est uniquement apporté par l'alimentation et qui va être un précurseur de la sérotonine qui est un neurotransmetteur qui va être transformé en mélatonine et qui va favoriser l'endormissement. Donc tous les produits qui contiennent du tryptophane, les produits laitiers, mais également les fruits oléagineux, la viande, le poisson, les œufs et les légumes secs, vont être des aliments intéressants puisqu'ils vont permettre de favoriser la sécrétion de mélatonine. Le besoin de sieste peut apparaître et il est à respecter. Il correspond au milieu de la journée des Roumains. Il appartient au patrimoine génétique. Ne pas culpabiliser si vous avez besoin de sieste et ne pas culpabiliser non plus si vous n'aimez pas faire la sieste. Une sieste de courte durée, moins de 20 minutes, va améliorer la vigilance, le tonus, l'humeur, les performances cognitives et elles vont améliorer le sommeil nocturne. Par contre, attention aux siestes trop longues qui vont provoquer des ralentissements psychomoteurs,
une diminution des performances cognitives et qui vont pouvoir augmenter le risque d'accident coronarien et surtout aussi impacter la qualité du sommeil nocturne. Quelles vont être les prises en charge? En France, nous sommes les premiers consommateurs de psychotropes. 27% des plus de 65 ans prennent un médicament pour dormir de façon chronique. Or, plus de la moitié des traitements ne seraient pas indiqués. En France, la durée moyenne d'exposition aux psychotropes est de 7 mois, alors que la prescription maximale recommandée par la Haute Autorité de Santé est de 30 jours. 20% des hospitalisations du sujet âgé sont liées à la iatrogénie, c'est-à-dire à la toxicité d'un médicament, essentiellement due aux psychotropes et à certains médicaments cardiovasculaires. Un psychotrope est un médicament qui va agir sur le cerveau, soit en réduisant, soit en stimulant son activité. C'est une classe médicamenteuse qui contient les somnifères ou hypnotiques, les tranquillisants, les antidépresseurs et les neuroleptiques. Concernant le sommeil, les somnifères ou hypnotiques, essentiellement des benzodiazépines, provoquent ou maintiennent le sommeil. Les anxiolytiques soulagent les signes d'anxiété par une action calmante. C'est donc à ce titre qu'ils peuvent éventuellement favoriser le sommeil et ils sont parfois utilisés comme somnifères alors qu'à la base ils n'en ont pas l'indication. Quelles sont les indications d'un traitement? Là encore, la Haute Autorité de Santé met vraiment beaucoup en garde. Les plaintes relatives au sommeil ne justifient pas systématiquement la prise d'un médicament. Celles relevant d'une insomnie avérée ne justifient pas la prise d'un médicament au long cours. Cette prise de médicament ne doit pas être banalisée, car même si elle facilite le sommeil, elle ne résout pas les causes de l'insomnie et elle peut être à l'origine de nombreux effets secondaires. Attention également aux produits qui ont une demi-vie longue, donc qui mettent du temps à être éliminés, notamment chez le sujet âgé. La prescription va devoir respecter un certain nombre de règles précises. On ne prescrira jamais un médicament en première intention. On va d'abord essayer des mesures d'hygiène du sommeil. Il s'agira d'un CDD. Leur utilisation doit être limitée dans le temps, 4 semaines maximum. Ils doivent être prescrits à la dose minimum utile, avec une réévaluation régulière de la situation pour bien vérifier que l'indication est toujours là et avec toujours une anticipation sur les modalités d'arrêt. Vous trouverez sur ce schéma le cercle vicieux de dépendance aux somnifères. Une insomnie, prescription d'un somnifère, au bout de quelque temps une certaine tolérance avec une augmentation des doses, une accoutumance, d'où un échec de traitement, un arrêt du traitement avec une insomnie de sevrage, une insomnie de rebond, la reprise du somnifère, une dépendance et le cercle est en route. Vous constaterez que ce cercle vicieux est le même que pour d'autres substances addictives connues. Quelques règles à connaître concernant le sevrage. Il s'agit évidemment d'une décision partagée avec le médecin traitant ou avec le psychiatre. Et ce sevrage va nécessiter un suivi médical. En premier lieu, il faudra être motivé. Et il faudra pouvoir appliquer les règles d'hygiène du sommeil, remplir un agenda du sommeil, choisir également le bon moment, le moment où vous n'avez pas trop de soucis. Éviter bien sûr les périodes de stress. Ne pas choisir d'arrêter de fumer et de se sevrer des psychotropes en même temps. S'y préparer, prévenir ses proches qu'il peut y avoir des syndromes de sevrage, avec une anxiété majorée, des cauchemars, des insomnies plus fréquentes, des maux de tête. Établir avec son médecin traitant un calendrier d'arrêt très progressif par palier pour éviter des complications. En cas de consommation très ancienne, il faudra se poser la question de l'opportunité d'un arrêt complet du traitement. En effet, celui-ci peut signifier la remise en cause d'un certain équilibre générateur d'angoisse. Donc bien analyser les avantages et les risques associés à la consommation de traitements et de leur interruption. Et parfois, on sera amené à tolérer de continuer la poursuite d'un traitement à des doses infimes pour éviter de rompre cet équilibre. L'enjeu étant de faire le rapport entre les bénéfices et les pertes. Bien sûr, ce sevrage devra s'appuyer sur les prises en charge non médicamenteuses. Les prises en charge non médicamenteuses sont multiples. L'accompagnement psychologique est une possibilité. Il s'agit de vous proposer un espace de parole
qui vous aide à la réflexion, à prendre du recul. Si la situation est inchangée, l'idée est de changer de posture pour un autre vécu. Les psychothérapies aussi sont une approche, il en existe de nombreuses, comme les thérapies cognitivo-comportementales, l'hypnose, la psychanalyse, le MDR et d'autres encore. Il existe aussi des techniques de relaxation. C'est un outil intéressant qui favorise le lâcher-prise pour une détente musculaire, mais aussi pour calmer l'activité cérébrale. Il est utile à l'endormissement et au réendormissement. Il y a différents types de techniques de relaxation à tester. Il existe aussi des techniques complémentaires, l'acupuncture, l'ostéopathie, la réflexologie. Les plantes sont aussi une possibilité. Seule la valériane a montré une efficacité sur la continuité du sommeil et l'augmentation du sommeil profond. En résumé, quelle doit être la conduite à tenir? Vous allez évoquer votre plainte sommeil. Le médecin va s'attacher à regarder s'il y a des signes associés ou pas. En cas de signes associés, on va s'orienter vers une démarche spécifique, le traitement de la cause. Ce peut être une dépression, ça peut être une pathologie urinaire provoquant des levées nocturnes, ça peut être une toux chronique, un reflux, ça peut être un syndrome d'apnée du sommeil, d'autant plus important à reconnaître que le traitement par psychotrope qui pourrait être donné dans ce cadre-là serait particulièrement délétère puisque les médicaments sont des molécules myorelaxantes qui pourraient accentuer l'affaissement des muscles de l'oropharynx. Il n'y a pas de signes associés. Eh bien, on va vous proposer de renseigner un agenda du sommeil pour voir où se situent les problèmes. Et on va, lors de la deuxième consultation, regarder le retentissement sur la qualité de vie. S'il n'y a pas de retentissement sur la qualité de vie, avec une fausse insomnie ou une insomnie peu sévère, on va s'orienter sur des conseils d'hygiène du sommeil, sur le renforcement des synchronisateurs externes, la lumière, l'activité physique et les activités sociales, parfois de la kinésithérapie, de la relaxation, de la phytothérapie. Exceptionnellement, on pourra envisager un traitement très ponctuel par des hypnotiques, mais qui va devoir être sur une très courte durée. Si l'on constate un retentissement sur la qualité de vie avec une insomnie sévère, bien sûr, là aussi, les mesures d'hygiène du sommeil vont être développées, ainsi que le renforcement des synchronisateurs externes. Mais dans ce cas-là, on va essayer de rajouter également du soutien psychologique et éventuellement une prise en charge médicamenteuse, avec, on l'a dit tout à l'heure, un CDD, un contrat de traitement. Vous remarquerez donc que c'est uniquement dans cette dernière colonne à droite que l'on a évoqué la nécessité d'un traitement. Toutes les autres situations ne nécessitent pas de traitement par les psychotropes. Pour autant, il peut être utile de consulter un psychologue, un psychothérapeute ou un psychiatre. Inconfort, gêne, tristesse, incompréhension, difficulté à lâcher prise, questionnement, inquiétude, peu importe l'étiquette. Si c'est un problème pour vous, vous méritez de vous en occuper. C'est à vous de placer le curseur. Quoi retenir? En quelques mots peut-être, le sommeil n'a pas besoin d'être continu pour être efficace et réparateur, ce qui n'exclut pas une certaine insatisfaction. L'insomnie est le plus souvent un symptôme dont le traitement doit être étiologique. Il s'agit d'identifier la cause précise et pour cela, une consultation chez le médecin est nécessaire. Pour cela, n'hésitez pas à prendre rendez-vous chez votre médecin traitant uniquement pour parler de votre sommeil. Il s'agira aussi de penser au syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et en cas de réveil prolongé et pénible, nous vous invitons à vous lever pour éviter la sécrétion de ces hormones du stress. Ce n'est pas parce que vous restez sur le quai que le train arrivera plus vite. Bien sûr, il s'agira de vous recoucher dès qu'apparaîtront les clignotants, les signaux de l'endormissement. Dormir un peu moins la nuit et se réveiller davantage est normal en avançant en âge. Et la qualité du sommeil sera évaluée sur la qualité de la journée qui suit, sur une période de 15 jours. Nous vous l'avons dit, une bonne forme la journée est le signe d'un sommeil suffisant.